On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un concert bénéfice pour venir en aide d'un jeune homme de 14 ans qui est atteint de la fibrose kystique et son grand-papa est dans un ensemble vocal et avec son groupe, évidemment, décide de ramasser des sous pour l'aider dans ses traitements. Mais d'abord, parlons du décès d'André Larochelle à 89 ans, une figure emblématique du patriotisme local, un militant de longue date et son ami, l'ex-député Roger Paquin, lui rend hommage. Possiblement l'un des plus grands patriotes de l'histoire récente de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est éteint il y a quelques jours à l'âge de 89 ans. C'est André Larochelle, l'un de ses amis qui l'a bien connu et qui l'a suivi dans les derniers jours de sa vie. C'est l'ex-député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Roger Paquin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. André Larochelle, il symbolisait quoi? En fait, l'introduction était assez claire. C'est un patriote. C'est un homme de cœur, un homme de tripe, puis un homme de colonne, qui était un grand chrétien, oui, et pour qui aimer le prochain comme soi-même, c'était de faire la promotion de son développement, de son essor, ce qui fait que son action patriotique, là, c'est en droit fil avec ça. Et puis, oui, c'est ça, c'est un homme d'action. Et puis, il a fait plein de choses. Et pour un technicien laitier qui travaillait chez Granger ici et qui obtenait année après année le liste d'or pour la qualité de son travail, puis qui élevait en même temps avec sa conjointe adorée, ça, ils s'aimaient beaucoup. Ils ont été 56 ans avant que Louise ne décède, qui ont élevé des enfants ensemble. Mais ils trouvaient le moyen de s'occuper des loisirs, de s'occuper de culture, de s'occuper de la fête nationale. Et ils faisaient toutes sortes de choses qui étaient plus ou moins connues. Que ce soit, par exemple, au tournant des années 60, bien, le programme de l'équipe du Tonnerre de Jean Lesage s'est écrit en bonne partie dans les locaux d'André, ici à Saint-Jean, avec son café. Puis lui, bien, il s'assurait que tout fonctionnait bien. Quand René Lévesque a quitté le Parti libéral dans les années 60, là, il était avec André Larochelle pour quitter. Il a participé à des événements comme ça que tu te dis, mais voyons donc. Ben oui. C'est un pan de l'histoire parce que, en même temps, ce que ça rebrasse dans ces années-là, dans les années 60, un peu comme du temps de René Lévesque lui-même. Donc, La Rochelle était donc un libéral au moment du gouvernement Lesage, mais il a un peu défroqué comme Lévesque lui-même par la suite, c'est ça? En fait, il était libéral au sens littéral du terme. C'est un social-démocrate, c'est un gars du centre-gauche, c'est un homme des valeurs du cœur qui portait le portefeuille sur son cœur, il ne s'assoyait pas dessus, là. Et puis, donc, un homme généreux. Et il était de cette époque où il voulait sortir le Québec de la noirceur, puis il voulait qu'on aille de l'avant. Alors, l'équipe de la Révolution tranquille, ça lui correspondait exactement. Et puis, quand il est venu le temps de faire l'étape suivante, il était exactement sur la même ligne que La Palme, que Lévesque et ce groupe. Puis, il voulait aller de l'avant. Alors, il a œuvré à la mise en place du Parti québécois. Puis, ultérieurement, la première fois, quand Bouchard hésitait à fonder quelque chose au fédéral, là, qui est devenu le Bloc depuis, André a organisé un gros événement ici à l'hôtel, où il a ramassé un financement, mais surtout, il a créé une atmosphère dans la salle. Bouchard m'avait dit à un moment donné, écoute, c'est sûr que la somme était appréciable, mais l'enthousiasme qu'il y a eu là, ça a joué dans la balance de fonder le Bloc québécois. À ce point-là? Ah oui, ça l'a joué. Puis, alors, André, il était pas toujours visible. Il y a un acteur plus discret, peut-être? Oui, c'est ça. De ses années politiques. Un gars qui était en appui, mais tellement solide en appui que tu allais de l'avant. Il y avait Lompré là, de la presse qui avait fait un article sur lui, quelque part au moment du référendum, où il l'a appelé le père du oui, dans la presse. Puis après ça, ici, ça a été repris par les journalistes locaux. En tout cas, ça a été repris. Puis finalement, il y a bien du monde qui
connaissait encore de nos jours sous le nom du Père Dewey. Avec ses modestes revenus de technicien, il a fabriqué, il a conçu une épinglette. Il en a fabriqué plus d'un demi-million, qui a inondé le Québec avec. Et il n'a pris aucun profit, il les a laissés au camp Dewey tant que c'était permis avant que les brefs soient mis. Là, il a laissé tout le financement là. Et puis, écoute, tu dois te souvenir de cette épinglette là, qu'on voyait partout. Alors, dans cet article-là, entre autres, Lompré rappelait que quand il est venu le temps d'avoir un drapeau pour le Québec, il était dans les coulisses qui ont fait en sorte que le drapeau soit assemblé à l'Assemblée nationale. Quand moi, je suis arrivé dans l'action ici, dans la région, autour des années 80, il a fait fabriquer à ses frais, à Joliette, un rouleau pour imprimer des drapeaux du Québec au Québec et qu'ils soient exactement fidèles aux normes fixées par l'Assemblée nationale. Premier voyage de ça, c'est moi qui l'ai transporté avec lui. Écoute, il a fait toutes sortes de choses comme ça, peu visibles, qui étaient en consolidation des symboles qui étaient si importants pour lui. Bon, vous-même, vous l'avez connu comment? Bien, au moment du référendum de 1980, moi, j'étais dans aucun parti, j'enseignais, puis à cette époque-là, j'ai voulu m'engager pour qu'on gagne le référendum de 80. Alors, j'ai fait un groupe dans Saint-Eugène qui s'appelait Le Rose, et le mot Rose a suivi ensuite dans le nom du patriote de l'année, Rose de la Rochelle. Et voilà. Et c'était un rassemblement pour le oui de Saint-Eugène. Bon, j'ai fait un groupe, et tout ça. Et puis, mon officier de liaison, c'était lui. Alors, là, je l'ai connu, je l'ai apprécié, et j'ai vu comment cet homme-là, il était droit, un homme de devoir, un homme de discipline, de discrétion, puis toujours debout. Moi, en tout cas, il m'inspirait vraiment beaucoup. Alors, quand j'ai pris ma carte du PQ, j'ai tenu à ce que ce soit lui qui me la vende. Et puis, éventuellement, au fil des années, et puis des parades de la Saint-Jean-Baptiste qu'on a faites ensemble, des défilés, en tout cas, de toutes les actions qu'on a pu faire, on a développé de l'amitié, on était comme sur la même longueur d'onde sur les objectifs. Et puis, il a été d'un appui pour moi, il a été pour Dave, il a été jusqu'à récemment dans les élections du Bloc, il l'avait été pour Jérôme Proulx et ainsi de suite. Alors, ça a été un homme de constance, une action résolue, pas toujours visible, mais très efficace et constante. Bon, parce que moi, évidemment, l'image qui me revient souvent d'André Larochelle, quand j'ai commencé dans le monde des médias, il y a une trentaine d'années, c'était évidemment l'organisation de la fête nationale par la SNQ, la Société nationale des Québécois. Et puis, année après année, après année, après année, c'était M. Larochelle qui organisait ça, puis il nous convoquait, puis on faisait des entrevues avec lui. Bref, il était comme un peu éternel face à l'organisation de cette fête nationale. Et comme vous l'avez dit, à une époque où il y avait même des parades dans le Vieux-Saint-Jean, des défilés. Puis là, c'était le feu d'artifice, puis les spectacles, puis il y a eu des années que c'était au cégep, puis dans le centre-ville, puis sur la place du Quai. Bref, ça s'est promené un peu. Mais bref, lui, il était toujours là comme un pilier de cette organisation. Oui, et il a participé à d'autres organisations dans les régions, comme le Festival Joannais, ou quand on a commencé le Festival des Montgolfières, ils sont encore là, d'ailleurs, les piliers dans lesquels il y a les drapeaux avec les fanions, là. C'est lui qui les a fait faire. Il a fait faire ces drapeaux-là, il a donné les kiosques, tu sais, il a fait toutes sortes de choses. Puis au niveau, tu parlais de la fête nationale, mais pas seulement là, un peu partout. Il y avait le don de mobiliser les gens, de trouver des bénévoles qui étaient contents de travailler avec lui, qui valorisaient, puis qui sont devenus au fil des années ses amis. Et je te dirais là, que si tu prends toutes les organisations qu'il a faites, tu peux dire que c'est par milliers là, des gens qui l'ont connu, puis qui sont contents de l'avoir connu. Écoute, André, il n'a pas d'ennemis, là. Même ses adversaires politiques. Un bon exemple. La reconnaissance qu'il a le plus appréciée de toute sa vie, c'est la médaille de l'Assemblée nationale. Bien, c'est un adversaire politique. C'est Michel Charbonneau, qui était un homme digne, puis qui voyait l'ampleur du travail. Lui, il le voyait. Et c'est lui qui lui a fait obtenir cette médaille-là. Bien, chapeau. Puis ça montre là, le personnage. Donc, André, un mobilisateur, mais capable de... il n'y avait pas d'ennemis, là. Tu sais, il y avait des adversaires politiques, mais pas... Pas d'ennemis. Cette fibre nationaliste, elle venait d'où?
Avec les années, j'en ai appris. Je sais qu'encore au moment où il était enfant, il y avait le salut au drapeau qui se faisait dans les écoles, n'est-ce pas, là, les fêtes de drapeau, 30 affaires. Et une journée, alors qu'il était au primaire, là, dans le début un jeune écolier, il a refusé de saluer l'Union Jack. Puis là, ça a créé une commotion. Puis les professeurs, puis le curé sont venus le voir, puis tout ça. Il leur a dit, ça, c'est le drapeau du conquérant, c'est pas ma bannière. Il était enfant. Incroyable. Et le curé l'a amené à la commission scolaire. Puis à la commission scolaire, ils ont décidé sur le champ de mettre des drapeaux. À l'époque, c'était le drapeau du Sacré-Cœur, là, mais c'était des bannières d'ici. Ils ont donné ça à toutes les écoles. Puis là, il a vu que ça pouvait faire quelque chose. Il a commencé à s'impliquer là. Puis il s'est impliqué dans les loisirs à Notre-Dame de Stanbridge. Puis c'est d'ailleurs là qu'il a contracté sa maladie qui a fini par l'emporter éventuellement. Et puis... écoute, il a toujours été homme de cœur. Par exemple, là, adolescent, une affaire qui n'est pas connue. Quand il était adolescent, les prisonniers allemands étaient dans sa région, les prisonniers qui avaient été faits en Europe, ils étaient ici. Lui, il a milité pour qu'ils soient traités dignement, comme nous sommes de bons chrétiens, nous allons les traiter dans la dignité et le respect. Puis, il était dans 15-16 ans, là, il allait chercher des fruits frais, puis des légumes, puis il allait leur porter ça, tu sais. Fait que c'est un phénomène. Hein? C'est un gars qui a toujours eu des valeurs, même jeune. Oh, non. Là, on va célébrer dans quelques jours donc ses funérailles. Oui. Vous allez d'ailleurs prononcer une allocution à ce moment-là. Bien, ce qui est convenu, il m'a demandé de présenter l'homme public, puis à Marie, au nom de ses enfants, de présenter l'homme privé. Alors, on va faire ça ensemble le plus simplement possible, et puis on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop long, donc ce ne sera pas nécessairement une énumération, mais dans la salle, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, je me souviens d'eux, oui, je me souviens d'eux », puis on n'aura pas parlé de tout, fait qu'il y en a peut-être qui vont être déçus. Bien, on ne peut pas faire le panégyrique complet, mais il reste que, oui, effectivement, puis c'est pas une tâche que je trouve simple, moi, parler dans une funéraille. J'ai parlé une fois dans une funéraille, puis c'était celle de mon attaché politique quand il était décédé. Mais je trouve ça lourd, pénible, et puis, mais André, il insistait, puis j'ai rapidement accepté à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a été, puis finalement, il demeure ça dans les mémoires, tu sais. Parce que là, dans les dernières semaines, c'est ça, vous aviez envoyé des courriels à un groupe restreint dans lequel je faisais partie pour nous donner des nouvelles de l'état de santé d'André Larochelle. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai appris que ça allait un peu moins bien pour lui. Puis, ultimement, vous vous sentiez un peu le devoir d'informer un peu les gens de ce qui se passait avec c'est parce André. il y a des gens qui l'ont apprécié, puis qui savent qu'il n'a pas été un individu banal, et puis qui était au courant ou pas au courant. Puis je trouvais ça important que les gens... Et à quoi ont ressemblé les dernières années de sa vie, au-delà évidemment de la maladie qui l'a emporté, des problèmes respiratoires et tout ça, mais à quoi ont ressemblé ces dernières années? Eh bien, il a continué à œuvrer, à rencontrer un et l'autre, par exemple, jusqu'au décès de René, pas de René Lévesque, mais aussi avec René Lévesque qui avait fait ça, mais avec Bernard Landry. Bernard Landry, il l'appelait régulièrement pour faire le point sur les choses. Il venait le voir ici, à Saint-Jean, il faisait le point, puis ils brainstormaient ensemble. Puis ça, c'était pas le premier à faire ça, parce que on m'a raconté, à cette époque-là, je n'étais pas là, mais que René Lévesque, qui venait ici, son chauffeur, son garde du corps, est un gars de Saint-Jean. Je sais. Et il a ramassé André Larochelle, il s'en allait devant un paysage du Richelieu, ou à quelque part, là, devant le Mont-Saint-Grégoire. Puis là, il refaisait le monde une couple d'heures, puis il allait le reconduire après, puis ça a l'air que c'est arrivé plusieurs fois. En tout cas, ce personnage que vous connaissez pourrait vous confirmer ou vous donner plus de détails, mais c'est véridique, là. C'est arrivé, ça. Puis moi, j'ai eu connaissance de conversations de lui avec Jacques Parizeau, quand Parizeau était premier ministre. En fait... Il les a tous connus.
Non seulement tous connus, mais quand René Lévesque a fait le référendum, là, ce qui a fait la première page des journaux partout, c'est un militant qui était à ses côtés, là, avec la brassard noire, là. C'est André Larochelle qui est ça. Et c'est fascinant de voir, dans le fond, que René Lévesque, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard ou Bernard Landry Pauline le Marois. connaissaient intimement. Ben oui, et c'est Ouais. ça. Ouais. Puis, et concomitamment, Ouais. de l'autre côté, de l'autre pan de sa vie, les évêques, depuis Monseigneur Coderre, le connaissaient bien, le considéraient comme un ami. Je suis déjà arrivé, moi, qu'il y avait un évêque en train de dîner chez lui, là, avec lui, là, tu sais. Donc, en résumé, c'est un homme du peuple, mais disons au destin peu banal, c'est ça? Hein? C'est ça. Et puis, qui a toujours appuyé et soutenu la marche du drapeau dans tous les sens de l'expression. Roger Paquin, merci beaucoup. Plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un concert bénéfice. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on va-tu s'entraîner? Oui, avec Goyette 360, Stéphane Goyette qui est avec nous pour un show complet. Ça, je t'ai pour dire, t'es donc bien un impoli, toi, l'appeler Goyette. Non, Stéphane Goyette Goyette. 360. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Samedi, le 4 avril, à la polyvalente Armand Racicot, les enchanteurs vont bien sûr tenir un concert bénéfice pour venir en aide à Esteban, qui est atteint de fibrose kystique. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, Robert Olivier, qui est le porte-parole du Fonds d'aide pour Esteban. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et vous êtes le grand-papa d'Esteban Olivier qui est avec nous. Bonsoir à toi et bienvenue. Salut. Bon, expliquez-nous, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Non. Et même à une certaine époque, monsieur ici avait non pas 14, mais bien 4 ans. Voilà. Donc, il y a une dizaine d'années, on s'était vus pour sensiblement les mêmes raisons. Oui, il y a 10 ans, les enchanteurs s'appelaient à ce moment-là le Cœur à Neuf. Oui, c'est vrai. Et on avait fait un concert bénéfice pour Esteban au Cabaret Théâtre, il y a 10 ans, en novembre. Et 10 ans plus tard, le Cœur à Neuf est devenu les Enchanteurs parce qu'on n'était plus que 9. On était 12. Et la chorale est toujours active et elle fait différents concerts pour toutes sortes de raisons. Et puis là, on a demandé aux gens de la chorale, dont je suis membre de toute façon, si on était prêt à nouveau à faire un concert bénéfice. Expliquez-nous, il y a 10 ans, dans quelles circonstances vous aviez mis sur pied ce concert bénéfice pour Esteban, qui à l'époque en avait 4 Oui, ans. à l'époque, c'est parce qu'il faut faire le clapping quand on a la fibrose kystique, c'est-à-dire qu'il faut carrément, par des rythmiques, là, frapper les poumons de l'enfant. Et puis, c'était 2 fois par jour. Puis, il existait un appareil qui coûtait 15 000 qui n'était absolument pas admissible aux assurances collectives ou assurances gouvernementales, qui était fabriqué aux États-Unis. Puis Sainte-Justine nous recommandait fortement cet appareil, où là, l'enfant met une veste, puis là, l'appareil fait des vibrations. Alors, acheter un appareil de 15 000 on s'est dit, on va commencer avec un concert bénéfice, puis on verra. Alors, c'était la raison à l'époque. Et est-ce qu'on a pu acheter l'appareil, finalement? Oui, on a acheté l'appareil parce que finalement, il y a eu le concert, mais il y a eu des dons, il y a eu des implications de beaucoup d'entraide autour. Et comme de nous. grand-papa, pour vous, c'était important de poser un geste, de faire quelque chose de... Oui, c'était comme une évidence, là. Ouais. Et puis, Esteban, à ce moment-là, les parents ont été comme tout à coup libérés de ce travail qui durait une demi-heure, le clapping le matin, le clapping le soir. Est-ce que c'est encore une machine qui fait ça? Oui, toujours. Ah oui? C'est préférable que ce soit la machine? Oui, le clapping, je crois que c'était moins efficace. Que la machine en tant que telle? Oui, et plus long.
OK. Puis, ça prend combien de temps, ça, faire le clapping? Le clapping, je crois que c'était 45 Oui, minutes. mais l'appareil a deux. L'appareil, c'est environ 30 minutes. 30 minutes matin, 30 minutes soir. Oui, mais avec l'appareil, ça me permet de faire d'autres choses. Parce que c'est juste une veste qu'on met avec des tuyaux. Et Puis tu peux faire d'autres choses pendant ce temps. Oui, comme moi j'aime Comme beaucoup aller à les jeux l'ordinateur vidéo. ou regarder la télé Non. ou peu importe. Tu vois, l'ordinateur, moi, il est dans le sous-sol, mais la machine est dans le salon. Donc moi, j'ai une PS4, puis j'aime beaucoup jouer pendant la messe. Hein. Ça me Donc, ça te permet- permet de jouer aux jeux vidéo pendant que tu te fais, pendant que tu as ton épisode de clapping avec la machine. Ouais. Puis, depuis ce temps-là, ben, il y a eu différentes grandeurs de veste. Hein? Mais Oui, ben, il a l'appareil, grandi. c'est toujours la même. OK. Mais il y a eu, je ne sais plus, on est rendu à la 4e ou 5e grandeur. Puis au début, quand il avait 4 ans, bien évidemment que pouvoir jouer à la vidéo, Tout à c'est fait. à peu près impossible à cause des vibrations. Bon. Mais maintenant, ça Et va. toi, Esteban, de voir que ton grand-papa tient des événements qui, dans le fond, visent à t'aider. Toi, tu vis ça comment? Ben, j'aime ça. Oui, hein? Mon grand-père, il est vraiment très gentil. Bon. Puis il fait vraiment beaucoup de travail pour réussir à justement avoir de l'argent pour investir dans mes traitements. Parce que ça coûte excessivement. Ouais. J'ai fait. Excessivement cher, même moi, j'ai de la misère à le dire. Mais dites-moi, c'est quoi ses besoins aujourd'hui pour l'aider, évidemment, avec la fibrose kystique? Là? Bon. Ben, les choses ont beaucoup évolué. Hein? On a même acheté un autre appareil là, il y a 3 ans, parce qu'il faut faire de l'inhalothérapie aussi. Puis ça, c'était aussi 2 fois par jour, 15 minutes avec un appareil qui fait du bruit. Il y en avait une à l'école, puis il y en avait une à la maison. Mais il existe un appareil maintenant silencieux, puis ça dure à peu près 2 minutes. 1 minute, et puis c'est plus efficace. Depuis qu'on a acheté cet appareil-là, Esteban n'a plus été hospitalisé comme C'est tel. vrai. Alors, Ça aide beaucoup. mais ces foutus appareils-là, excusez. Non, mais vous avez raison, Mais- ça coûte cher. Mais, c'est ça, non, ça mais coûte, l'appareil, une fois qu'il est acheté, c'est que les pièces de remplacement Ah oui, hein? coûtent très cher. OK. Fait que, puis c'est un petit 300 mais à chaque 6 mois, là, c'est pas Oui. couvert par les assurances. Puis après ça, c'est tout ce qu'il y a autour. Par exemple, comme les appareils d'inhalothérapie, il faut les désinfecter après chaque traitement, Ouais. avec de l'eau distillée. Ah, Ouais, ça a l'air idiot de dire ça, mais à un moment donné, là, à tous les jours, ça finit par t'avoir une facture d'eau distillée à la fin du mois qui est différente. Alors, il y a toutes sortes de coûts qui sont reliés Ouais. au traitement. Puis maintenant, il commence à avoir des nouveaux traitements qui ne sont pas encore admissibles au Québec, mais qui sont à l'étude aux États-Unis puis dans différents pays d'Europe. Pour l'instant, ils sont trop chers, mais ça va amener peut-être d'autres coûts autour. OK. Il y a plein de coûts qui sont de l'ordre de, je ne sais pas, ben, tu vas souvent à l'hôpital pour des analyses, ben, les stationnements, les repas. ça va vite. Tu sais, puis c'est toutes des choses comme ça. Fait que là, on se dit, on va refaire encore, on va regarnir le fond. Parce que le fond il est à peu près vide. Puis on se dit, bien, pour les 4-5 prochaines années encore, là, on Ça va aura donner un quelque coup de pouce. chose pour donner un coup de pouce. Ton état de santé en ce moment, ça ressemble à quoi? Est-ce que, malgré tous les traitements dont on parle depuis le début de l'entrevue, est-ce que ta santé est quand même relativement bonne, malgré Ben, évidemment la avec- maladie qui est là? Oui, mais avec ces traitements-là, ça aide beaucoup. Sérieux, là, il y a des traitements même aujourd'hui que ma mère m'a dit que c'est merveilleux. Ça aide beaucoup, beaucoup. OK, donc les traitements t'aident beaucoup, fait que ça te permet d'avoir une qualité de vie qui est correcte. Ouais. Là. Mais c'est ça, maintenant, sont très chers les produits, mais les traitements. Fait que, Mais en même temps, bon, il est rendu très bon dans les jeux vidéo parce que lui, il ne peut pas faire de hockey, il ne peut pas faire de choses qui sont reliées. Ça prend du souffle. Ouais, de la capacité je fais un respiratoire. sport. Mais tu fais un sport, le karaté. Tu sais. Le karaté, oui. Ouais. OK. Ça demande moins de cardio-respiratoire, mais t'aimes ça faire le karaté? Oui, puis à force à mesure, je commence à être meilleure dans les entraînements que je fais maintenant. Wow. Là, dans Ah, mais les ça, c'est cours. bien, ça. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Et là, dans le fond, ce concert-là, le 4 avril, ça va ressembler à quoi? Bien, les Enchanteurs, c'est un groupe de retraités qui existe depuis 18 ans, hein, bientôt 19 ans. C'est que des hommes. On est 11 en ce moment, avec un formidable pianiste, Jean Vidric, et il fait des harmonisations juste pour nous. Donc, c'est vraiment unique comme son, le son des Enchanteurs. Puis on a changé notre nom parce que les ans, parce qu'on dit malgré les ans, on est toujours chanteur. Et on a fait que de la chanson québécoise, d'hier à aujourd'hui. Alors, ça va du folklore à
Damien Robitaille ou Dumas, en passant par Félix Settler et Gilles Vigneault. Et nos concerts sont festifs, c'est-à-dire que souvent, les gens connaissent les chansons. Alors, ils vont chanter avec nous. Puis, il y a beaucoup d'humour. On aime pas juste faire de la poésie, mais on aime faire en sorte que les gens s'amusent avec nous. Donc, c'est samedi le 4 avril, c'est en soirée? Non, en après-midi. En après-midi, pardon? OK, en après-midi. Oui, en après-midi. À quoi, 14 h? À 14 h à la Polyvalente. Puis souvent, souvent notre public a l'âge des chanteurs, mais quand les plus jeunes viennent, ils s'aperçoivent, ils disent « Hey, mais c'est intéressant ce que vous faites. » Oui, c'est vraiment intéressant. Et le coût du billet est de? 20 $. Donc, 20 $. Comment on peut se le procurer? Bien, il y a des affiches dans certains endroits dans la ville. Je crois que votre technicien a pris aussi l'affiche. Il y a des numéros de téléphone. On peut me rejoindre, Robert Olivier, avec un numéro de téléphone. Ils sont sur l'affiche. Pas de problème, on va les mettre. Il y a des membres de la chorale qui sont de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a 4. M. Jean-Guy Gaudreau. Ah oui, tout à fait. Les gens peuvent le reconnaître aussi. Et toi, Esteban, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les semaines et les mois à venir? Une bonne santé. La bonne santé, hein? Ouais. C'est toujours ça, mais dans le fond, mais quand la santé est au rendez-vous, ça va bien, là. C'est ça? Ouais. Bon. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour le concert. Bonne chance pour la suite. Puis on te souhaite évidemment bonne santé et longue vie, mon cher. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Jeudi, le 12 mars, conférence présentée dans le cadre des activités du service des loisirs et bibliothèques à Saint-Jean. C'est une conférence sur le plus grave accident nucléaire au monde, évidemment, celui de Tchernobyl en 1986. N'oubliez pas qu'il y a un télébingo toujours le dimanche matin, c'est à 9h30, c'est en direct. Il y a 4 000 $ en prix. Il y a une trentaine de détaillants sur tout le territoire pour acheter des livrets. À demain. Bye-bye.